Bonjour à toutes et à tous. On espère que ça va se remplir un peu. J'ai le plaisir d'animer ce focus donc avec un titre, avec du positivisme et aussi un constat qu'il y a un bouleversement climatique, mais qu'on continue à faire. On continue à faire, mais différemment, en bouleversant nos modèles, notamment économiques, mais pas que. Et puis, il y a un terme que je vole à Corinne, qui est la consommation des territoires, et comment on arrive à assurer les services aux populations, notamment à protéger les populations, notamment en tant qu'élus, pour continuer à faire vivre nos territoires. Alors, je présente les participants. Donc, Jean-François Blanchet, directeur général d'une SEM en aménagement, notamment hydraulique. Corinne Vézoni, architecte. Et monsieur le maire, Sébastien Dubourg. Donc, 3 visions différentes, 3 métiers très différents qui vont aborder 3 territoires aussi différents. Donc, on va un peu voyager, le littoral de l'Occitanie d'abord, la métropole marseillaise ensuite, et on finit par une station de ski, la station de ski du Mont d'Or, qui n'est pas seulement une station de ski. On démarre, donc c'est 12 minutes de prise de parole. On vous laisse poser des questions s'il y a des questions imminentes. Et sinon, on aura un temps d'échange à la fin des 3 présentations. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, notre voyage de l'eau va commencer par la région Occitanie, en vous présentant tout d'abord l'opérateur BRL, qui est une société d'aménagement régional qui est détenue majoritairement par la région Occitanie, avec également en complément au capital la Banque des Territoires, bien connue de ce colloque et de ce forum. Et avec, pour ce qui concerne BRL, un tropisme évidemment sur l'intérêt général, l'utilité publique en tant qu'entreprise publique locale, mais aussi le fait de se définir comme un acteur territorial à la fois de confiance et de long terme. De confiance parce que le sujet de l'eau, par nature, irrigue l'ensemble des activités qui en dépendent, et de long terme parce que les investissements qui sont nécessaires pour sécuriser l'accès à l'eau nécessitent d'avoir une profondeur à la fois territoriale et de vue qui est particulièrement élevée. Notre raison d'être et surtout notre raison d'agir, pour la résumer en une phrase, vise à sécuriser l'accès à l'eau en préservant les milieux aquatiques et la biodiversité, donc prélever la juste quantité qu'il faut sans pour autant remettre en question les grands équilibres, avec pour finalité de bien vivre sur le territoire de l'Occitanie méditerranéenne en climat modifié, notamment sur les horizons 2050-2100. La phrase présentée ainsi pourrait avoir une résonance très sociétale, mais elle est éminemment pragmatique puisqu'elle repose à la fois sur des mobilisations d'infrastructures, aussi sur des changements de pratiques, on le verra, et en même temps un changement de regard. Lorsque la structure a été créée il y a cette année, tout juste 70 ans, le rôle qui était assigné à la société visait avant toute chose à soutenir une politique de croissance, on pourrait dire entre parenthèses, supposée infinie, pour laquelle l'eau allait permettre à la France de revenir dans le concert des grandes nations, notamment en développant une agriculture exportatrice. 70 ans après, le regard n'est plus le même. L'idée n'est pas celle d'une croissance infinie, ni de ressources qui le seraient tout autant, mais bien un nouveau paradigme qui est fondé autour du changement climatique avec une promesse pas très sympathique qui est celle de devoir envisager une vie sur nos territoires avec plus 4 degrés. Quand on voit déjà les difficultés rencontrées à plus 1,5 degré, on imagine la nécessité d'agir au-delà de la nécessité d'être. Alors concernant le programme sur lequel nous avons été mobilisés, les constats qui ont été opérés et qui sont somme toute assez classiques, c'est ceux de reconnaître que notre secteur méditerranéen, qui était habitué aux sécheresses, prend une dimension de sollicitation et d'impact beaucoup plus élevée en tant que hotspot du changement climatique. Rien que le mot en soi a une résonance forte et préoccupante, avec des promesses, là encore, de sécheresse. On y était habitué, mais cette fois-ci plus fréquente, plus longue. Elle participe aux effets de RGA qui étaient cités par nos 2 interlocuteurs précédents dans la keynote, et également avec une extension territoriale beaucoup plus importante et possiblement le fait de devoir être confronté à des pénuries d'eau, c'est-à-dire à des ruptures d'activité plus ou moins longues liées à une indisponibilité de la ressource.
Donc l'enjeu qui s'en déduit, c'est celui d'anticiper, de ne pas attendre d'être au pied du mur, mais bien de sécuriser un accès à l'eau sur le long terme et avec la préservation de la qualité des milieux naturels et en participant, lorsque cela est nécessaire, à un investissement structurant à grande échelle. Donc ça a été tout le défi auquel a été confrontée la société. Nous en parlons aujourd'hui en 2025, mais les premiers débats pour réaliser cet aménagement remontent avec une certaine anticipation à 2010, donc 15 ans auparavant. Et ça, c'est un point important que d'évoquer cette dimension temporelle, parce que pour pouvoir être prêt à temps, il faut avoir commencé les réflexions, commencé les analyses, écouter le terrain, au moins une dizaine, une quinzaine d'années auparavant, lorsqu'il s'agit justement de pouvoir mobiliser différentes ressources, ce qu'on appelle dans notre jargon un mix de ressources en eau, comme il y a un mix de ressources énergétiques, pour satisfaire un mix d'usage de l'eau. Donc on est en dehors du forage exclusivement destiné à l'eau potable, de forage individuel exclusivement destiné à l'agriculture. L'idée est de développer une approche territoriale à grande échelle et de pouvoir garantir sur le long terme pour les territoires une disponibilité accrue. En clair, un service d'eau, ce n'est pas simplement de la qualité et de la quantité, c'est aussi une continuité du service, là on parle à l'instant T, et c'est également garantir une disponibilité sur le long terme, c'est-à-dire une capacité à pouvoir répondre à une évolution de la demande ou à de nouvelles activités. Et le point essentiel, au-delà de cette disponibilité, c'est le fait de ne pas se situer dans une logique de l'offre permanente, d'une forme de corne d'abondance de l'eau, mais de bien intégrer cette dimension de ressources complémentaires comme devant incontournablement accompagner une politique d'économie d'eau, ce qu'on appellerait aujourd'hui la sobriété, qu'elle s'exprime en termes énergétiques ou en termes d'eau. Et la destination donc, de l'infrastructure Aquadomicia, que je vais présenter plus précisément, est justement sur un mix d'usage, 40% à destination de l'agriculture, 20% pour satisfaire des besoins environnementaux en prélevant moins sur des aquifères qui sont aujourd'hui exposés et en mauvais état, et également 40% pour des besoins en eau potable. Cette infrastructure, au-delà d'être un grand aménagement, elle est aussi une innovation en termes de solidarité territoriale. On sort, comme je l'ai indiqué, des aménagements qui sont dédiés à une collectivité. Elle s'étend sur une grande échelle et ça a supposé auparavant, pour le mettre en œuvre, de pouvoir consulter l'ensemble des acteurs et par ses dimensions et par sa nature, le projet a été redevable de la procédure du débat public conduite avec la CNDP. C'était d'ailleurs l'un des premiers projets liés à l'eau qui a bénéficié de ce débat. Et ce débat est un élément très important, justement, pour pouvoir confronter les visions d'acteurs, non pas nécessairement rechercher un consensus, parce qu'en matière d'eau, il y a autant de visions qu'il y a d'intérêts de parties prenantes, mais plutôt d'être sous la forme d'un dissensus acceptable, c'est-à-dire d'admettre que les uns et les autres peuvent avoir des visions différentes, mais sur un socle commun de faits et d'objectivation du débat, pouvoir accepter l'idée d'un ouvrage d'intérêt général qui satisfait le plus grand nombre, même s'il peut contrarier certains intérêts particuliers. Et enfin, j'irais resituer l'ensemble de cet aménagement comme étant un élément indispensable de valeur territoriale et de valeur sociétale. Alors, vous retrouvez sur cette diapositive l'extension du programme Aquadomicia qui représente 220 millions d'euros d'investissement et qui relie la métropole de Montpellier, alimentée par une dérivation d'eau du Rhône qui remonte aux années 60, avec une infrastructure comprenant environ 140 km de canalisation qui s'étend sur une centaine de communes, qui cointéresse 3 départements et qui permet de satisfaire les usages que j'ai cités tout à l'heure, avec également une vision de progressivité de la mise en œuvre. Cet aménagement ne se réalise pas sur un pas de temps court, il s'est opéré par des maillons successifs qui ont été mis en œuvre en fonction des besoins des territoires, en fonction de leur capacité aussi de contribuer à leur financement, qui participe justement à une vision globale, partagée, aussi bien sur les services et aménités que sur la manière de le financer. Et le camembert présenté sur la diapositive exprime la part des financements mobilisés par les différents acteurs. Je parlais de récupération des coûts. Il faut retenir que sur ce type d'aménagement, 80% environ est soutenu par des subventions, 20% est récupéré par le prix de l'eau et par les contributions des différents acteurs.
Je regarde l'heure, il me reste encore 1 ou 2 minutes, on va être bien dans les temps. Le Water in Progress, le programme est aujourd'hui réalisé à plus de 85% de sa portée initiale, avec une ressource en eau mobilisée qui est celle du fleuve Rhône pour environ 10 à 20 millions de mètres cubes d'eau selon les années. Pour donner un ordre de grandeur, 10 à 20 millions de mètres cubes d'eau, c'est 3 heures d'écoulement du Rhône au droit du prélèvement où il est effectué. Donc on est sur une ponction qui est sans effet significatif par rapport au fleuve, et avec des économies d'eau qui ont été produites par rapport à des systèmes qui étaient davantage en tension, avec 8 millions de mètres cubes d'eau qui ont été substitués et 2,5 millions d'économies d'eau que nous avons opérées sur nos propres infrastructures pour permettre au projet d'être dans une dynamique territoriale positive, comme je l'évoquais. Et dans les effets positifs, le fait de retrouver en élément de sortie, de restituable, la limitation des arrêtés préfectoraux qui restreignent l'usage de l'eau. En évaluation du projet, le point qui nous a semblé important de mettre en avant, c'est le fait de poursuivre la concertation au-delà du débat public, de mettre en œuvre également des éléments de dialogue avec les commissions locales de l'eau pour alimenter les plans de gestion des ressources en eau, les PGRE, et prochainement les plans territoriaux de gestion de l'eau. Le sujet de l'eau, que certains qualifient de millefeuille administratif, n'est pas tant que cela un millefeuille, mais plutôt le fait que différentes instances sont co-intéressées à la gestion, qu'elles soient par bassin versant ou par usage, ce qui nécessite d'avoir du dialogue et d'être capable justement de trouver des lieux dans lesquels pouvoir échanger. Également, le fait de mettre en avant les principes d'innovation qui ont pu être développés dans le cadre de cette infrastructure, notamment sur des chaires partenariales ou sur le pôle de compétitivité Aquavalais. En termes de retour d'expérience, justement de ce que l'instance de concertation a pu mettre en avant, le fait de trouver une sécurisation effective auquel l'aménagement a contribué de manière décisive, notamment avec 2 sécheresses exceptionnelles. On retrouve les mêmes millésimes que ceux du RGA assez naturellement. Donc, pour ce qui concerne notre façade méditerranéenne, ce sont les millésimes 2022 et 2023 qui ont pu avoir des impacts significatifs là où le territoire ne disposait pas de l'empreinte positive de l'infrastructure Aquadomitia. Le fait d'avoir maîtrisé les délais et les budgets par les temps qui courent, c'est un motif de satisfaction sur un investissement global de 220 millions d'euros. Et puis aussi le fait de pouvoir considérer que cette infrastructure, de par son caractère mutualisé, de par sa solidarité à grande échelle, participe aussi à une culture collective de l'eau et amène les collectivités à s'approprier l'ouvrage au-delà de la maîtrise d'ouvrage qu'en assure la société BRL pour le compte de la région Occitanie. Et il nous semble que les changements de pratique ne peuvent être opérés que dès lors que justement il y a une appropriation, une capacité à agir, et c'est tout là les enjeux de gouvernance qui nous apparaissent assez essentiels. Dans les autres enseignements, pour mieux agir, le fait de considérer également, en se concertant sur ce projet, que nous sortons au changement de millésime, de siècle même, d'une culture qui était fondée, comme je l'évoquais, sur l'abondance, pour entrer sur une gestion qui est beaucoup plus préoccupante, qui est celle de crise, de polycrise même, avec des scénarios de rupture d'eau qui pourraient être envisagés avant l'horizon 2100, et le fait de se dire que ce territoire qu'il nous appartient d'aménager doit l'être, si je puis dire, d'une main tremblante, c'est-à-dire avec une attention qui soit toute particulière, notamment en termes d'anticipation, comme je l'évoquais, 10 à 15 ans de réflexion, de consultation, avant de pouvoir avoir le bénéfice de l'infrastructure. Le A également de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation qui doivent être conjugués ensemble. Et le dernier A qui est sans doute le plus essentiel, c'est-à-dire dès lors qu'un projet a pu être déterminé avec une capacité à le financer, ne jamais oublier que les bons projets sont ceux qui rencontrent une acceptabilité par les territoires et qui amènent le plus grand nombre de parties prenantes à s'en revendiquer. Pour demain, la question, hélas, du changement climatique ne fait que commencer. Sur ce qui concerne notre territoire, un certain nombre de voix s'élèvent déjà pour dire, après l'Aquadomitia 1, où en est l'Aquadomitia 2, c'est-à-dire la capacité de prolonger cette infrastructure pour répondre à un territoire qui est un quasi-laboratoire finalement de ce que pourrait être la France en 2100,
qui est le territoire de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, avec cette question qu'on qualifie d'existentielle, qui est comment vivre en secteur méditerranéen sans pour autant devoir être dans des conditions de restriction totale. La région Occitanie a pour cela lancé une grande étude prospective qui est en train de se mettre en place, qui amènera des éléments d'éclairage. Là, on est bien sous l'angle de l'anticipation. Et puis aussi une question un petit peu plus élargie, qui est la question des opérateurs d'aménagement régional en matière hydraulique, comme les BRL, mais également nos consoeurs Riveo du Sud-Ouest ou la Société du Canal de Provence sur le territoire de PACA, et de s'interroger si ce modèle de société d'aménagement régional, qui a pu réaliser de grands aménagements qui étaient dans un contexte classique méditerranéen soumis à la sécheresse, n'a pas lieu d'être un petit peu plus élargi sur des territoires pour lesquels aujourd'hui la tension sur les ressources en eau ne s'exprime pas de manière trop forte, mais pourrait le devenir dans le futur. Et je cite pour cela la région Grand Est, qui a lancé une étude prospective pour laquelle elle s'interroge sur la mise en place d'un opérateur dédié, et également la Banque des territoires, qui a lancé une étude structurante pour précisément évaluer la réplicabilité et les conditions surtout de cette réplicabilité des sociétés d'aménagement régional. Je ne sais pas si j'ai respecté le temps. Parfaitement. Je n'ai plus rien à dire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des premières questions sur cette première intervention? Pas encore. On laisse la parole à Corinne Vezzoni. On reste dans le sud, sur le littoral, à Marseille. Bonjour à tous. Alors, on reste effectivement en Méditerranée avec les problèmes de sécheresse, mais aussi les problèmes d'inondation. Je crois ce matin, il y a eu un plateau sur la vallée de la Roya autour de Nice, où là, les gros problèmes d'inondation ont été dramatiques. On est à Marseille dans les secteurs périphériques de la ville, qui étaient anciennement des zones agricoles, qui alimentaient finalement la ville de Marseille. On voit encore des friches, certaines fermes existent encore, une université s'est installée et le pavillonnaire, comme toutes les périphéries des grandes métropoles françaises, eh bien, a grignoté des terrains agricoles avec des bonnes terres. Et un problème qui est la question de l'inondation de ce terrain, parce qu'il est en pente, parce qu'il est aux limites d'une couronne de collines et même de montagnes qui s'appelle le massif de l'Étoile et qui déverse les eaux pluviales et des rivières qui descendent vers la mer et qui inondent ce terrain et les quartiers qui se trouvent plus bas. Donc le sujet là, ce n'était pas la sécheresse, mais c'était l'inondation de ce terrain. On voit le paysage lointain avec ce massif de l'Étoile qui descend. Et la proposition, c'est donc le programme est un lycée régional où on nous demande de construire sur la totalité du terrain. Vous le voyez qui va jusqu'en bas de l'image. Et la proposition que nous faisons, c'est une proposition finalement assez classique par rapport à tout ce qu'ont fait nos anciens dans toutes les villes méditerranéennes, c'est de travailler par plateau, par ce qu'on appelle restanque dans le sud, par plateau, comme ont fait les hommes depuis l'Antiquité, quand ils avaient à cultiver leurs terres, eh bien, ils travaillaient la pente par plateaux successifs qui permettaient à l'eau d'éviter d'évacuation trop rapide, de la capter au maximum pour irriguer leurs champs. Et ça permet évidemment à l'eau d'éviter de dévaler et d'emporter les bonnes terres, et ça permet aussi de la conserver au maximum. Alors la proposition que nous faisons, vous le voyez ici, il y a deux bâtiments. Un bâtiment, je n'ai pas de pointeur, un bâtiment qui se trouve en fond de l'image, qui est le lycée lui-même, qu'on va travailler, qu'on va inscrire dans la pente par plateaux successifs. Et à droite de l'image, c'est un gymnase qui nous est demandé, et on s'est rendu compte que ce gymnase, on pouvait le flanquer, le glisser en pied de colline de façon à ce que son toit serve à un autre usage. On s'était rendu compte que dans ce quartier, eh bien, il n'y avait pas de place de village, pas de place du quartier, que le marché se faisait sur le trottoir, et on a proposé que ça devienne la nouvelle place. Donc la grande proposition de ce programme, c'est de libérer le maximum de sol naturel en superposant les usages et en faisant qu'on restitue au terrain, globalement on restitue la moitié du terrain de ce qu'on nous demandait de construire. Alors
vous voyez une coupe qui montre comment on arrive à faire que chaque toit va devenir une cour de récréation, un jardin, un parking, le parvis d'entrée, le parvis qui souvent est installé à plat et ne consomme un sol pour un seul usage, et bien faire en sorte que le parvis soit sur le toit d'une salle d'enseignement par exemple. Et vous voyez le gymnase en fond de parcelle, ce gymnase qu'on voit qui se flanque dans la pente, et le lycée également qui s'appuie sur la pente, qui va permettre d'une part de conserver des qualités thermiques importantes, puisque la terre, l'hiver le réchauffe et l'été le rafraîchit, donc une économie. Et pour arriver à faire cela, il a fallu réduire les surfaces bâties. Et pour les réduire, pour restituer le maximum de terrain naturel, vous l'avez dit, mon obsession, c'est conserver le maximum de sol naturel, éviter de consommer démesurément nos sols. Et la façon dont on le propose en tant qu'architecte, c'est de dire, on est en Méditerranée, on peut se permettre de projeter tout ce qui est circulation, hall, couloir, à l'extérieur, de ne pas le mettre à l'intérieur du bâtiment, mais qu'on le cumule avec les toits, comme ce que vous voyez là, à partir du moment où c'est protégé par une casquette, protégé de la pluie et du soleil, eh bien on peut prendre le pari qu'on peut vivre dehors, circuler dehors pour aller d'un bâtiment à l'autre. Et c'est la proposition que nous faisons qui permet, il n'y a plus de hall, qui permet de réduire considérablement la surface bâtie, donc d'économiser du sol et également économiser l'impact bâti, le prix du coût du bâtiment, puisqu'on en construit moins. Vous le voyez, là, on a des cours de récréation, on a des patios qui pénètrent à l'intérieur, qui aussi captent les eaux de pluie, les toits qui captent au maximum les eaux de pluie. Le terrain au sud qui est libéré et qui reste naturel, il est constructible, mais on s'est battu pour que la région accepte de le laisser naturel, qu'on a renaturé d'ailleurs. Une chapelle qui est à droite de l'image en haut, dont le parvis va se caler strictement au même niveau que le petit bout de gymnase que vous voyez là. Et ces éléments de récupération de l'eau de pluie qui est très important, puisque les eaux se déversent vers le sud, donc avec des effets alors vous le verrez peut-être plus loin, de captation des eaux, de résorption de l'eau et de zones de tampons pour les eaux de pluie, ce que vous voyez ici, ce creux en pied du bâtiment. On voit peut-être, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai donc pas le pointeur, en bas de l'image à droite, un trou noir au-dessous du plateau qui s'élance le plus à droite. Eh bien, c'est un talweg qui est laissé libre pour laisser circuler l'eau de pluie. Vous voyez un mur de pierre de gabion qui se trouve face à vous. Eh bien, c'est une zone où on libère un espace où on ne va pas construire et où on laisse le chemin de l'eau qu'on avait repéré, qui s'évacue de ce côté-là, c'est le lit de l'eau. On n'y intervient pas, on ne le touche pas, de façon à ce qu'on préserve quand même l'avenir malgré tout. Les vues, le travail également sur le matériau, alors c'est plus architecture, mais c'était important, c'est faire avec toutes les terres et les roches qu'on a récupérées sur le site et qu'on a broyées et qu'on a utilisées pour le bâtiment, pour construire le bâtiment. Il est construit dans un seul matériau qui est ce béton de récupération du site et qui nous permet d'avoir des sols, des plafonds, des murs, tous dans ce même matériau, recto verso, qui nous permet d'affronter l'avenir sans inquiétude pour l'entretien de ce bâtiment, puisque la question de l'écologie et de l'économie, c'est bien ça aussi, c'est comment on l'entretient, comment on donne une vie la plus facile pour des régions pour entretenir leur patrimoine. Eh bien, c'est de supprimer l'enduit, supprimer les cloisons, supprimer les carrelages, supprimer les faux plafonds, tous ces éléments qui vieillissent très mal et qu'on a du mal à entretenir. Donc, c'est aussi aller à l'essentiel et, à mon sens, l'écologie va aussi sur ces sujets-là. Bon, voilà la vue, je pense que c'est bon le temps, la vue qu'on possède depuis les salles de cours. En profitant de la pente, évidemment, on profite des vues lointaines et on ne voit qu'une succession de jardins qui descendent et qui accompagnent le sol, des jardins successifs qui permettent aussi à mettre en scène le paysage, parce que la qualité aussi environnementale passe aussi par la qualité de vie et la qualité de vue vers l'horizon.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas? Alors, changement de décor. Monsieur le maire, on part au Mont d'Or. Oui, écoutez, merci de votre invitation ici. On va parler aujourd'hui donc les transformations de modèles économiques et écologiques des stations de montagne. Nous avons été choisis dans le sens où le Mont d'Or reste aujourd'hui une vitrine face à ce qu'il va avoir pour ces prochaines années dans les différentes stations de ski. Je tiens à préciser dès le départ que chaque station de ski est différente. Chaque station de ski est différente. Elle n'est pas non plus basée sur son altitude comme on peut penser, mais il y a des emplacements plus stratégiques que d'autres. Et nous, le Mont d'Or, on est donc la deuxième station de ski de France, après Chamonix, le deuxième téléphérique de France. Et nous avons ces problématiques depuis pas mal d'années, les problématiques que vont rencontrer les stations alpines, je pense, dans un avenir le plus lointain possible, je l'espère. Mais on a des problèmes aujourd'hui d'enneigement, on a des avantages, on a parlé tout à l'heure d'eau, on n'a pas de problème d'eau aujourd'hui, mais on fait attention à l'eau aussi, puisque ça sera sûrement dans un futur un peu plus loin, mais on a cet avantage-là aujourd'hui. Mais on est confronté donc à ce réchauffement climatique-là et à cette fragilité économique. Et il faut arriver à faire face de différentes façons. Aujourd'hui, la problématique que l'on a, c'est que le ski économiquement est irremplaçable. Quand je dis irremplaçable, c'est-à-dire qu'on peut gérer les choses autrement, on peut faire les choses autrement. Mais je vais juste vous donner un chiffre, par exemple, pour la station du Mont d'Or. Bon, nous, le Mont d'Or, on est un peu différent des autres puisqu'on est aussi station thermale, donc ce qui nous permet de faire une activité 11 mois sur 12. Mais cette problématique, on la rencontre depuis plusieurs années. Et je vais vous donner quelques chiffres, puisque les chiffres parlent bien. Je vous donne une journée donc nous à la SEM des remontées mécaniques du Mont d'Or, la SEM qui gère les remontées mécaniques, qui est 80% la commune. Une journée de vacances de Noël, en activité 4 saisons, comme on parle, c'est une journée où on va avoir, point de vue économique, 30 000 euros. Et une journée, la même journée, avec de la neige et du ski, ça avoisine les 150 000 euros. Donc c'est vrai que le 4 saisons, aujourd'hui, est quelque chose qui va permettre de compléter le ski, je dis bien compléter le ski et non pas remplacer le ski. Pourquoi on veut garder cette activité économique? On est dans des villages de stations de montagne, des villages ruraux, et on a quand même une activité, ça fait 200 saisonniers, la station du Mont d'Or, 200 saisonniers, presque 11 mois sur 12, donc on tient à notre activité. Après, on a un modèle économique qui est sous tension, comme je vous mets sur la diapo là. Aujourd'hui, on a des enneigements artificiels qui nous permettent de compléter nos saisons, soit de les rallonger, puisque les saisons à l'époque étaient de 90 jours pour le Mont d'Or, elles sont aujourd'hui de 48 voire 30 jours. L'année dernière, on a fait Noël, mais bon, ça faisait 7 années qu'on n'avait pas fait Noël. Donc c'est vrai que cet enneigement artificiel permet de compléter ou de rallonger un petit peu les saisons. L'année dernière, par exemple, on a tourné presque toute la saison avec l'enneigement artificiel sur une seule piste, ce qui complique pas mal les choses et ça nous demande à nous plus de réactivité. C'est vrai que c'est des coûts supplémentaires que ça engendre pour la station, c'est des coûts supplémentaires, des coûts en matière énergétique, en plus l'énergie qui avait bien augmenté ces dernières années. Donc après, en niveau d'eau, il faut savoir qu'au niveau des canaux à neige, 80% de l'eau qu'ils consomment sont rejetés après dans le milieu naturel. Donc voilà, je ne parle pas trop de consommation d'eau, mais vraiment une consommation électrique qui vient perturber certaines stations, puisque moi j'ai la station de Superbès qui est derrière la mienne au Mont d'Or, qui l'année dernière a fait un déficit de 2,5 millions, et ce déficit était équivalent à la consommation électrique de la saison. Donc nous, on essaye un petit peu de travailler sur cette transition écologique. On essaye de faire des bâtiments avec des hautes performances énergétiques. On essaye de la mobilité douce pour éviter qu'il y ait trop de voitures. On a une navette gratuite, donc la navette, c'est des frais aussi derrière, puisqu'une navette, pour vous donner un ordre d'idée, pour la station du Mont d'Or qui fait à peu près 6 millions de chiffre d'affaires à l'année, la navette nous coûte environ 350 000 euros pour l'hiver. Donc c'est vrai que ça nous fait des frais en plus, mais nous, ça nous permet d'éviter d'avoir trop de voitures en station et trop de problèmes de rejet de CO2. On fait aussi de la diversification, donc ça c'est le futur de nos stations de ski, la diversification aussi bien en chemin de VTT. Nous, comme je vous dis, la spécificité c'est le thermalisme. On a la chance d'avoir des thermes au Mont d'Or qui nous permettent d'avoir 10 000 curistes pour 2 pathologies, les rhumatismes et les voies respiratoires. Et puis on essaye de faire de
des événements culturels et sportifs toute l'année avec différents festivals, puisqu'aujourd'hui la problématique qu'on a en station de ski, lorsqu'il y a des vacances, on a du monde, ça il n'y a pas de souci. Par contre, c'est les périodes creuses où c'est plus difficile à faire venir du monde. Donc on essaye de compléter cette offre avec nos activités en essayant de faire venir chez nous des CE ou des choses comme ça. Et on part sur cette activité, j'ai mis 4 saisons là, mais je suis plus sur 3 saisons. Voilà, 4 saisons, c'est... On fait donc donc une mutation du modèle économique, c'est-à-dire qu'on part sur des activités. Nous, au Mont d'Or, on a un parc aventure, on a un sylvatorium. Donc le sylvatorium, ça permet dans le stress d'aujourd'hui de se détendre. On est un sylvatorium qui est unique en Europe. Voilà, je pourrais éventuellement en parler tout à l'heure, mais j'avance un petit peu de ce côté-là. Et puis on essaye de vraiment rénover tous les bâtiments qu'on a existants pour éviter... Puis, de toute façon, on n'a plus trop de terrain non plus, mais pour éviter de trop construire et de laisser un peu des zones vierges, nous, au Mont d'Or, on essaye de travailler là-dessus pour ne pas avoir trop de béton, de travailler avec des matières nobles telles que le bois et rester vraiment dans ce qu'il y a aujourd'hui et puis notre patrimoine qui est une grande richesse. On a aussi une autre problématique qui se met en place. Moi, l'année dernière, j'ai instauré, on était la seule commune du Puy-de-Dôme à pouvoir instaurer cette taxe-là. Donc, ce n'est pas très populaire, surtout à 6 mois des municipales. Mais aujourd'hui, on a un curseur et il faut qu'on arrive à garder cet équilibre-là. Moi, aujourd'hui, je me retrouve, il y a quelques années, il y avait 83 hôtels au Mont d'Or, 13 hôtels aujourd'hui. Il y avait 70 appartements, j'ai 700 appartements aujourd'hui. Plus des jeunes, aujourd'hui, on a quand même 200 emplois, comme je vous ai dit, des jeunes et des moins jeunes aussi qui ne peuvent pas se loger. Donc nous, ça nous fait perdre 150 habitants à chaque fois qu'on a un recensement qui est fait. Donc il faut trouver des solutions. Donc je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais dans tous les cas, c'est une solution qu'on a adoptée en conseil municipal à la commune du Mont d'Or, c'est-à-dire qu'on a augmenté de 60% la taxe sur les résidences secondaires. Alors, ne faites pas des sauts comme on fait les Mondoriens quand ils l'ont reçu dans les boîtes aux lettres. 60% sur la base communale qui est de 7%. Donc 77%, ça fait une petite augmentation de 3%. Mais nous, pour la commune qui a un budget de 6 millions d'euros, ça fait 300 000 euros de recettes en plus. Et ces 300 000 euros, je me suis engagé, moi, de les remettre dans de l'aménagement, donc des habitations à l'année et des habitations de saisonniers qui nous manquent énormément sur le Mont d'Or. Donc ça sera vraiment remis directement pour aller sur cette problématique-là. On essaye donc, comme j'ai mis là, de réhabiliter des logements, des anciens logements, pour qu'on puisse loger des saisonniers. On a aussi une problématique sur le prix au mètre carré. Alors si je vous dis le prix au mètre carré ici, au plein centre de Paris, ça va vous faire rire. Mais pour le Mont d'Or, c'est quand même énorme. Pour le centre de la France, on est à 2500 € le mètre carré. Et ça commence déjà à être élevé. Voilà, cet objectif-là, c'est de maintenir une vie à l'année. Pourquoi ? Parce que dans nos stations de ski, il faut faire tourner la station. Et je pense que, comme tout à l'heure je disais, cet équilibre, il faut le garder. On a dit plusieurs choses. Le maire en a contre les habitants à l'année, le maire en a contre les touristes. J'ai contre personne. Je vous dis, j'essaye de trouver cet équilibre, puisque le jour où j'ai plus d'école au Mont d'Or, où j'ai plus de pharmacie, où j'ai plus de pompiers, où j'ai plus de gendarmerie, c'est la mort directe du village. Et derrière, c'est une problématique pour la station de ski. On est 1200 habitants, mais on est équivalent à une ville entre 10 et 15 000 habitants, puisqu'on a 10 et 15 000 habitants 11 mois sur 12. Voilà. Donc je vais vous parler un peu de la région, puisque je suis aussi président de la commission montagne, donc à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est vrai que la région nous a beaucoup aidé, nous les stations de ski, puisque c'est un budget de 100 millions d'euros, le plan montagne numéro 2, 100 millions d'euros sur 5 ans. Aujourd'hui, on a le plan numéro 1, pardon, je me suis trompé, le plan numéro 2 qui est à peu près équivalent à 100 millions d'euros. Donc dans un premier temps, ce plan montagne, on avait mis des fléchages sur l'enneigement artificiel, puisqu'aujourd'hui, sans enneigement artificiel, pas station de ski. Mais on a aussi mis des fléchages sur le 4 saisons. Donc l'enneigement artificiel sur ce plan numéro 2 a bien descendu. Aujourd'hui, on se rend compte que les maires, de plus en plus, nous font des demandes pour le 4 saisons. La problématique du 4 saisons, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'était payé par le ski. Donc quand il n'y a pas de ski derrière, et bien derrière, pour payer les activités 4 saisons, c'est pas évident. Une luge d'été, c'est l'équivalent de 4 millions d'euros. Une tyrolienne, 1 million d'euros. Donc derrière, il faut faire du ticket pour arriver à amortir ça. Mais on arrive à prendre on va avoir des aides donc, de la région qui nous suit beaucoup sur la montagne. On a eu, nous, par exemple, des aides pour notre tyrolienne, que je vous ai dit tout à l'heure, pour de renouvellement de canaux à neige un peu moins énergivores. J'ai un petit peu de temps, oui, j'ai bientôt fini. C'est bon. Donc voilà, modernisation, on a refait notre parc thermal cette année, et puis aussi pour l'amélioration de l'habitat.
Alors, quelle conclusion? On me dit souvent, monsieur le maire, vous n'avez pas peur pour votre futur à la station? Moi, je parle essentiellement du Mont d'Or aujourd'hui. Et ma réponse est non. Ma réponse est non, puisqu'on a cette chance aujourd'hui. On parlait d'eau tout à l'heure, et je le redis encore aujourd'hui, tout de suite, parce que c'est vrai que l'eau, nous, c'est une richesse que l'on a. On a aussi les températures. J'entendais ce matin encore à BFM qu'ils annonçaient que le mois de septembre avait été le plus chaud depuis de nombreuses années. Nous, au Mont d'Or, on a cette chance-là. On a des Clermontois, Clermont est à 45 minutes du Mont d'Or, qui viennent les week-ends, puisqu'il fait 40 à Clermont. Et qu'au Mont d'Or, on a des températures qui avoisinent les 20 degrés l'été et les températures qui descendent bien la nuit. Donc, c'est vrai qu'on a cette richesse-là. Donc, non, je n'ai pas du tout peur. Nous, on a ce modèle depuis 5-6 ans, ce modèle économique de 4 saisons. Le ski a encore quelques années avec les canots à neige. Combien personne n'est capable de nous le dire. Mais c'est vrai que non, ça ne nous fait pas peur. On a des chemins de randonnée qui sont très bien et on se rend compte que la montagne plaît énormément. Je vais vous dire un petit peu des chiffres. Nous, à la station du Mont d'Or, on tournait à peu près sur 4,5 millions de chiffre d'affaires l'hiver. 4,5 millions l'hiver. Faut savoir que ces 4,5 millions, c'est à peu près 80% de notre budget de l'année. Et ces 80%, c'était 70% aux vacances de février. Donc s'il y a des chefs d'entreprise dans la salle, jouer son entreprise sur 4 semaines, c'est pas évident. Gagner de l'argent sur 2 mois, c'est pas évident non plus. Donc c'est pour ça que nous, on essaye vraiment de se diversifier pour essayer de faire sur l'année. Et aujourd'hui, on a changé ces chiffres-là, puisque l'hiver, ça peut être 4,5 millions, mais ça peut être 0 aussi, on l'a vu. Hein. Donc, et l'été, donc on était à peu près à 600 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, aujourd'hui, on est à 1,8 million l'été. Et puis, on se rend compte que l'hiver, ça peut fluctuer. Donc, on se rend compte bien que j'espère que d'ici quelques années, ces deux lignes se rencontrent. Je suis moniteur de ski, donc je me permets de le dire. J'aimerais continuer à faire du ski et du ski haut niveau au Mont d'Or, mais c'est vrai qu'on est une station débutant et on va vraiment miser sur ça. Aujourd'hui, on veut des jeunes qui viennent au Mont d'Or, qui puissent lancer 2 boules de neige, faire un bonhomme de neige et puis faire quelques descentes. Et c'est vrai qu'ils sont contents. S'il n'y a pas ça, ils peuvent faire autre chose. Et on essaye de travailler un petit peu pour conclure, sur la communication. On avait une communication qui n'était pas extrêmement bien, enfin elle était bien aux yeux des gens, c'est-à-dire qu'on montrait une montagne enneigée avec du soleil, avec 4 mètres de neige, un gros bonhomme de neige plus haut que le papa. Et les gens, quand ils arrivaient, malheureusement, ils se retrouvaient avec pas toujours cette image-là. Donc aujourd'hui, on essaie d'axer notre communication dans le sens où il faut aujourd'hui pas proposer aux personnes un plan B, mais il faut proposer un plan A', c'est-à-dire que quand vous avez proposé à des personnes qui vont faire du ski en bas avec un petit téléski, des toilettes à côté et tout ça, et qui arrivaient sur place, il n'y a pas de neige en bas, et bien au dernier moment, qu'est-ce qu'on faisait? On les montait en haut, sauf qu'il fallait payer un ticket en plus de téléphérique. Là-haut, il n'y avait pas forcément de toilettes, pas forcément d'infrastructure, ça veut dire qu'ils n'avaient plus du tout ce qu'on leur avait promis. Donc aujourd'hui, on essaye d'axer notre communication sur ce cas de saison et leur dire, s'il n'y a pas de ski, il y aura autre chose, mais au moins, ils arrivent, ils ont la banane, et l'année d'après, ils reviennent. Donc voilà, on essaye d'innover là-dedans, on essaye de conserver le ski. Il faut que le ski rentre comme une activité à part entière dans nos stations de ski et pas comme une activité qui prend une trop grosse place. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, laboratoire du tourisme durable. On a été donc élu l'année dernière ville pleine santé. C'est-à-dire que nous, on est bien complémentaires entre les termes, les chemins, le tourisme. Quand j'ai repris la mairie, je me suis dit, c'est compliqué parce que d'arriver à mettre ensemble tous ces acteurs-là, ceux qui viennent sur notre territoire, c'est dur. Entre le curiste qui veut se coucher le soir à 8h et se lever à 6h, et celui qui vient en vacances et qui veut se coucher à 23h et se lever à 10h, et puis le skieur qui veut... Donc j'ai dit, ça va être difficile. Et puis en fait, on se rend compte qu'on arrive à vraiment bien mélanger ce public et qu'on arrive à faire des belles choses. Donc voilà, on est en pleine mutation depuis quelques années. Et voilà, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui pas avoir peur de changer. Pas avoir peur de changer, mais c'est pas évident quand vous avez un totem planté au milieu du village. Arriver à le déplacer, c'est pas évident. Aujourd'hui, on essaye de travailler au niveau du personnel sur la polyvalence. Ça, je tiens vraiment à le dire, la polyvalence. Pourquoi? Il y a quelques années, on pouvait se permettre d'avoir un directeur par téléski. Aujourd'hui, non, c'est plus possible. Il faut que la personne qui vienne tenir la perche, il soit capable d'aller au parc aventure s'il n'y a pas de neige et vice-versa. On savait depuis des années... il y avait de la neige, on savait la damer, on savait préparer la piste et recevoir nos skieurs. Et puis on ne se posait pas la question s'il n'y avait pas de neige, puisque des fois il y en avait un peu moins, mais on arrivait toujours à faire avec. Les anciens vous diront qu'ils allaient souvent mettre des cierges à l'église pour qu'il neige, et puis en fin de saison, ils se touchaient le front en disant on a passé la saison. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire ça. Donc il faut qu'on puisse vraiment accueillir nos touristes dans des bonnes conditions. Et quand je dis qu'on est la vitrine, c'est vrai qu'il y aura cette problématique
en altitude dans quelques années. Voilà, merci à tous. Merci à tous les trois. C'est bien, on est plus nombreux. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, en attendant que vous prépariez vos questions, moi j'en ai deux petites. La première, c'est dans le contexte bouleversé qu'on connaît, sur quelles données on est en capacité de s'appuyer pour faire les projections. Donc on parlait de 2100, 2000 peut-être plus, dans un climat d'incertitude, comment on arrive à calibrer, à dessiner, à concevoir, à programmer avec des données tremblantes. Donc ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'était alors sur un thème que j'aime beaucoup, qui est le thème du renoncement. Dans vos expériences respectives de transformation des manières de faire, qu'elles soient d'appréhension politique du territoire, qu'elles soient de déploiement des réseaux pour des ressources essentielles, ou qu'elles soient dans l'architecture et dans l'accès à l'éducation, à quoi vous avez dû renoncer en termes d'usage, en termes de technicité ou en termes de stratégie sur le long terme? Nous avons 2 heures. Bon, plus sérieusement, sur le premier sujet, on se base sur des études prospectives. Alors prévoir n'est pas savoir, bien évidemment, mais pour autant, il faut bien prévoir pour identifier les phénomènes auxquels nous allons devoir faire face, notamment sur l'évolution des précipitations, à la fois en quantité, aussi en intensité, et également la récurrence et le niveau de récurrence des sécheresses correspondantes. Donc en clair, tous les scénarios s'appuient sur des scénarios climatiques qui sont ceux du GIEC, avec différents tests de sensibilité en fonction du niveau d'élévation de température et de l'horizon de temps. Avec ça, on joue sur l'aspect hydrologique et sur l'aspect quantité d'eau précipitée, éventuellement infiltration avec un petit peu plus de complexité, puisque là, tout dépend de l'occupation du sol et du niveau d'imperméabilisation, du niveau de sécheresse aussi, qui peut contrevenir à l'infiltration. Une fois qu'on a l'écoulement, les ressources, la question après de prospective, c'est comment les usages vont-ils évoluer ? Et là, on cherche la boule de cristal, on ne la trouve pas, et même si on l'avait, on ne pourrait pas lui faire confiance. Donc le débat n'est pas tant de prévoir comment vont évoluer les usages. Pour nous, le débat est plutôt d'offrir la possibilité d'une disponibilité d'eau à un horizon de temps donné, pour que les décideurs d'aujourd'hui, mais surtout les décideurs de demain, de la génération à venir, aient une liberté de choix. Imaginez des territoires sur lesquels l'eau est déjà contrainte, où demain elle sera excessivement rare, la liberté de choix est nulle. Voilà, aucune capacité, si ce n'est de faire avec un état de situation de sécheresse, et comme l'évoquait Monsieur le maire, brûler des cierges en espérant d'être entendu, ou faire des processions. Ça s'est fait à Perpignan, une procession pour que l'eau pleuve dans les barrages catalans, français, mais elle n'a pas été couronnée manifestement de succès. Donc sur les usages, l'idée est de définir des scénarios tendanciels pour l'agriculture notamment, pour les besoins en eau potable. Là, c'est à peu près le plus facile parce qu'en fonction des évolutions démographiques, les quantités d'eau consommées par personne sont relativement stables, même si on aimerait qu'il puisse y avoir des économies d'eau effectuées par les foyers un petit peu plus fortes, et puis aussi sur certaines activités industrielles. Ce qui est compliqué sur l'agriculture, c'est que jusqu'à présent, notamment sur nos territoires, l'agriculture s'est adaptée à une eau qui était irrégulière. Donc on retrouve essentiellement en partie non irriguée des cultures d'oliviers, des cultures de vignes, et non pas des cultures qui elles-mêmes seraient soumises à une disponibilité importante de la ressource. Donc toute l'idée est d'associer en fait à l'apport de l'eau une vision globale et territoriale. En clair, l'eau est un élément d'un nexus qui est beaucoup plus large, qui comporte non seulement l'eau, mais l'énergie sur un territoire, également l'alimentation, avec le niveau de souveraineté, ou plutôt le niveau de dépendance à la capacité de réponse alimentaire locale et en circuit court, et également l'environnement, puisqu'il ne faut pas oublier que la meilleure eau à réserver, c'est l'eau qui est réservée pour la biodiversité, pour l'environnement, parce qu'il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas de fonctionnalité des milieux aquatiques. On l'oublie quelquefois un petit peu trop rapidement. Donc c'est l'ensemble de
ces éléments-là qui sont analysés dans des scénarios prospectifs qui permettent de dire assez simplement, il faut faire des économies d'eau, ça c'est incontournable, et là on est dans le changement des pratiques, et c'est très dur de changer des pratiques, parce que si l'être humain était un homo economicus et qu'il n'agisse que par rapport à des éléments de raison, il y aurait des évolutions très favorables. Mais sans prendre d'exemple, on voit que le tabac tue et pour autant il y a des fumeurs, donc l'être humain n'est pas un homo economicus. Donc il faut arriver à trouver des éléments de motivation pour faire en sorte qu'il y ait des biais positifs qui amènent l'ensemble des communautés solidairement à faire évoluer les usages. Et c'est ce que nous commençons à observer, notamment dans l'agriculture, en mettant en place de manière un peu contrainte, il faut être honnête, des quantités d'eau disponibles et en disant, plutôt qu'éviter un scénario de pénurie parce que vous aurez consommé de manière trop excessive, nous mettons en place une allocation de volume qui sera garantie dans le temps, mais qui n'est que, par exemple, de 1000 ou 2000 mètres cubes par hectare, avec la nécessité pour vous de définir les chemins d'adaptation qui sont nécessaires. Donc, en clair, et puis je vais m'arrêter là parce que je vois que je parle beaucoup en fait. En clair, ce qui est important, c'est d'amener véritablement à ce qu'il y ait de la mobilisation collective, d'amener aussi quelque part à voir l'eau comme un patrimoine, mais un patrimoine presque au sens financier. Après tout, c'est un liquide, donc on pourrait le voir aussi sous cet angle-là, et dire nous ne pouvons prélever que les dividendes générés par l'eau. En clair, l'approche conservatoire de l'eau, qui est notamment dans des aquifères qui doivent être réservés pour les générations futures parce que leur renouvellement est très difficile, il ne faut pas y toucher et il faut se cantonner à pouvoir utiliser juste le dividende, c'est-à-dire l'eau qui vient de surface et qui, elle, peut être mise en œuvre. Et le risque que l'on a après, c'est des biais d'optimisme, pour rester dans les neurosciences, des biais d'optimisme avec notamment le fait de se dire, mais en Méditerranée, on n'aura jamais de problème d'eau, on a la Méditerranée. Qu'à cela ne tienne, nous allons faire des usines de dessalement. Et c'est vrai qu'on peut faire des usines de dessalement, les technologies existent, elles sont efficaces. La difficulté, c'est qu'elles sont énergivores et par ailleurs, elles concentrent des saumures qui ont des impacts sur l'environnement et qui plus est, elles ont pour inconvénient d'être des solutions locales. C'est ma station de dessalement à moi et non pas dans une vision territoriale de l'eau pour se donner les chances de pouvoir avoir des quantités d'eau disponibles dans le futur. Le dessalement, c'est très bien quand on est dans des îles et qu'il n'y a pas d'autres options. S'il y a d'autres options, il faut plutôt s'orienter, me semble-t-il, vers une approche collective de l'économie et une vision solidaire des usages de l'eau. Donc en clair, oui, on pourrait dire que c'est un renoncement à l'eau facile, mais non, on ne le voit pas comme ça. Nous, on le voit plutôt comme un projet qui est enthousiasmant, ce qu'évoquait Monsieur le maire ou ce que vous évoquez, c'est-à-dire en clair, il y a des contraintes, il y a des enjeux aussi, et donc nous sommes tous convoqués à agir, à penser à la société qui nous suivra, et quelque part, c'est des grands projets d'humanisme auxquels nous sommes convoqués à agir et confrontés. L'intime conviction qu'on a derrière, c'est que ce sujet est trop important pour le laisser qu'aux seuls techniciens que nous sommes. Et il faut, de manière définitive, à ce qu'il y ait énormément de concertation, énormément de débats publics, parce qu'en parlant d'eau, on parle des choix de vie de demain. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Peut-être, Corinne, sur les usages, parce que on a en tête quand même qu'une école de plein pied sur un niveau, c'est quand même plus simple et que vous avez dû avoir une pression sur des programmistes sur comment on arrive à faire un lycée concentré. Est-ce que sur les usages, vous avez certaines choses que vous avez réimaginées ou des choses où il a fallu faire preuve de persuasion ? Oui, mais oui et non, parce que par rapport à la question que vous posiez sur qu'est-ce qu'on a dû abandonner pour répondre à ces grandes questions de réchauffement, de sécheresse, etc., je pense qu'on n'a pas abandonné, vous l'avez dit, c'est au contraire, ça a été une opportunité extraordinaire, je pense, pour le monde de l'architecture, c'est la question de la territorialisation des réponses et du regard qu'on porte maintenant sur le territoire, sur les spécificités de chacune des régions, des choses qu'on avait oubliées et qui sont éternelles pourtant, et d'aller regarder ce qui se passe au plus près de nous, de repérer un territoire, de repérer son exposition, ses terres, son histoire, sa sociologie, et ça nous a permis, et je pense que ça rebat les cartes,
et on ne retrouvera plus des architectures qui viennent là se poser sur des sites en les niant ou en se mettant en scène ou en créant des grands objets spectaculaires. Je pense que cette époque a disparu et on est attentif à un lieu, on est attentif à ses qualités comme à ses défauts et ses fragilités. Et c'est ce que vous disiez tous les deux d'ailleurs, chacun d'une autre manière, mais vous regardez ce dont ce territoire-là en particulier a besoin. Et on n'a pas tous besoin de la même chose. En Méditerranée, par rapport au Mont d'Or, les sujets sont tellement opposés qu'on doit faire avec le territoire. Et je crois que c'est ça la grande opportunité pour nous, c'est retrouver du bon sens tout simplement. Monsieur le maire, est-ce que vous sentez que depuis quelque temps, vous portez ce regard plus fin, plus lent peut-être sur le territoire, à regarder les qualités un peu cachées, les richesses qui sont peut-être sous-jacentes à une richesse qui éclatait un peu aux yeux? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Vous savez, si j'avais pas mal de choses à faire dans la vie de tous les jours, si j'ai pris ce mandat de maire et de président de la scène des remontées mécaniques, c'est que je m'étais déjà aperçu qu'on avait cette richesse, il y avait juste à ouvrir les yeux et à essayer de mettre les choses en place. Comme je dis souvent, on a ce cadre, on a juste à le remplir. Et c'est vrai que je me suis jamais posé la question si on avait des points positifs ou des points négatifs. Pour moi, je vois que de la positivité dans tout ce que j'ai à faire et tout ce qu'on a fait. Et c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir travailler dans un cadre comme ça. Et puis, avec même des petites difficultés, aujourd'hui, je me rends compte qu'on baisse relativement les bras assez vite lorsqu'on a des difficultés. Mais c'est grâce à ces difficultés-là qu'on avance. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et ça ne va pas toujours dans le sens où on veut. Et puis c'est dur à l'acceptabilité, d'arriver à faire accepter aux gens ce changement-là. C'est vrai que la montagne, elle était comme elle était il y a quelques années, elle était l'agriculture. Hein. Je parle souvent avec un de mes collègues moniteurs, c'était l'agriculture, ils n'avaient rien. Et puis après, ils ont eu cette période-là de ski et cette période où ça a totalement changé les choses. Et je dis toujours, j'espère que nous, on réussira à faire aussi bien que nos anciens ont fait. Parce que si on réussit aussi bien que les anciens ont fait, je pense qu'on ira loin, puisqu'ils ont quand même créé quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, il y a ce changement-là. On parle du Covid. Donc le Covid, oui, a été là. Le Covid est passé par là. Le Covid a changé les choses, mais je pense que le Covid a simplement accéléré ces choses-là. Voilà, il y avait ces choses-là, ça allait se faire dans tout ce qu'on parle. On voit bien, les gens sont différents, les mentalités sont différentes, les façons de faire sont différentes. On se rend compte que nous, on essaye de vraiment s'adapter au public là. Et je reviens sur votre question que vous posiez tout à l'heure. Est-ce qu'on a des points de repère dans le futur ? Eh ben nous, c'est simple, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Nous, on a bien sûr des études et on a une courbe. On a une courbe jusqu'en 2030. Donc jusqu'en 2030, il n'y aura aucun changement. Aucun changement au niveau de la montagne. C'est-à-dire que toutes celles qui ont de la neige 6 mois auront de la neige 6 mois. Ceux qui en ont 1 mois auront de la neige 1 mois. Par contre, c'est la suite qui va être différente. La suite va être différente suivant à ce qu'on va faire de 2024 à 2030. Je ne prends pas 2030 puisqu'on va avoir les Jeux Olympiques dans les Alpes, mais je prends 2030 parce que c'est vraiment un repère qu'ont pris des scientifiques. Et ce repère-là, il va falloir que nous, on soit très vigilants, puisque je le dis souvent au Mont d'Or, mais je le dis aussi pour la montagne en général à la région. Il va falloir qu'on soit très vigilants parce qu'on a un virage à prendre. Et suivant comment on va prendre ce virage, les choses vont changer. Et c'est vrai que donc jusqu'en 2030, aucun changement. Et puis après 2050 ou 2100, il y a 3 courbes. Une courbe où on va changer les choses et faire différemment. Une courbe où on ne va rien changer. Et puis une courbe où on va aller petit à petit. Et là, par contre, on aura une différence en 2050, suivant ce qu'on aura pris comme décision. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est à une charnière dans tous les domaines. Hein. Moi, je parle du ski puisque c'est ce que je connais le mieux, mais dans tous les domaines, on est à une charnière. Il faut arriver à prendre ce virage correctement. Mais vous regardez la dernière diapo que j'ai mis, voilà, objectif 100%. Il faut être à 100% et puis il faut y aller, il ne faut pas baisser les bras et pas avoir peur. Il nous reste quelques minutes.
On n'avait toujours pas de questions. Vous avez le droit de poser toutes les questions, sauf celles qui enlèvent le biais d'optimisme là, qui émerge un peu malgré le titre compliqué. Personne ? Oui, c'était sur la question de la ressource en eau, avec ce très grand ouvrage que vous avez construit et opéré. Vous avez évoqué la question de la concertation sur les usages futurs. Et une des observations qu'on peut faire en regardant l'état du débat sur l'adaptation, c'est quand même un certain écart entre les savoirs professionnels que nous composons depuis quelques années sur cette question et le débat public local, notamment à la grande échelle, notamment régionale. Je vise strictement aucun territoire ni aucun élu, c'est pas du tout le sujet, hein, mais on sent que probablement il reste à formuler des projets alternatifs d'adaptation des grands territoires en gestion de l'eau, en stratégie économique, ce que disait monsieur le maire. Et on n'a pas l'impression que ce soit si évident à faire émerger. Il semble que votre expérience quand même témoigne d'une capacité à faire un très grand ouvrage. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire sous l'angle de la gouvernance et du débat des élus locaux ? Alors, effectivement, on a opéré un grand ouvrage, mais qui lui-même s'inscrit dans un ensemble qui est le réseau hydraulique régional, qui correspond aujourd'hui à une valeur à neuf, s'il fallait refaire, d'une valeur de 2,5 milliards d'euros, qui s'étend sur 300 communes. Donc on voit l'ampleur de ce qui est accompli, mais c'est accompli en 70 ans. Et c'est accompli parce qu'à la base, il y avait une vision structurante d'aménagement du territoire, telle qu'elle pouvait s'exprimer dans les années 60, notamment avec la DATAR, et avec une volonté très administrée de donner des vocations ou des destinations au territoire. L'époque de la décentralisation a inversé avec beaucoup d'avantages également, donc je ne fais pas un primat sur une vision centralisée dont on a pu connaître un grand nombre de méfaits. Mais pour autant, aujourd'hui, le fait de devoir repasser par des approches de planification stratégique, on les retrouve dans les SRADET, voilà, qui permettent de se poser les questions. En matière d'eau, de manière très résumée, c'est avons-nous l'eau de nos ambitions ? C'est-à-dire, en clair, si on veut faire un territoire avec, par exemple, des usines qui ont besoin d'une alimentation en eau soutenue, avoir des ambitions agricoles, notamment maraîchères et arboricoles, pour éviter d'importer un certain nombre de productions d'autres pays, ce qui est pertinent parce que les enjeux géostratégiques internationaux sont de nature à nous alerter sur le fait de pouvoir être alimentés durablement dans des conditions correspondant à la demande nationale. Donc il est clair qu'il convient d'y réfléchir aujourd'hui. Donc tous ces éléments-là ont des cadres réglementaires qui permettent de le faire. La difficulté, me semble-t-il, qui reste encore présente, c'est la capacité d'y poser, si je puis dire, une vision. C'est-à-dire, en clair, un aménagement territorial, ce n'est pas une somme de projets. De la même façon que le bonheur n'est pas l'absence de malheur. C'est une démarche, c'est une construction. Et le débat aujourd'hui de l'aménagement territorial au sens large du terme, et j'entends par aménagement territorial le fait aussi, sur certains espaces, de décider de ne rien faire, ce qui est de l'aménagement en creux, mais c'est de l'aménagement. C'est une décision positive par rapport à une destination et une vision collective. Ces éléments-là me semblent avancer aujourd'hui un petit peu moins rapidement que n'accélère le changement climatique. En clair, on est dans une approche qui est très dynamique, avec la nécessité à l'heure actuelle d'aller plus en profondeur sur des analyses de scénarios et permettre, en éclairant un certain nombre de possibles à partir des sphères techniques, urbanistes, aménageurs, collectivités, services de l'État, de dessiner ce qu'il est possible de faire pour que des personnes titrées d'autorité définissent ce qu'il est nécessaire de faire, ce qui est plutôt le champ de la décision publique et collective. Là où j'amène la concertation après, ce n'est pas parce qu'on a un champ des possibles et qu'on a des décisions d'élus qu'on a une acceptation des populations, très clairement. Et aujourd'hui, plus que l'acceptation, l'enjeu, c'est l'acceptabilité, c'est-à-dire la manière de définir et de porter au débat des éléments qui vont permettre à une communauté de parties prenantes de dessiner ce que j'évoquais tout à l'heure, non pas un consensus, parce que le consensus en matière d'eau, je l'ai rarement vu, pourtant j'ai un peu plus de 37 ans d'expérience, mais plutôt ce que je qualifiais de dissensus acceptable, c'est-à-dire la manière de définir
des écarts acceptables par rapport à des visions, mais qui permettent d'assurer une vision du futur qui donne des chances aux générations futures. Nous, ce qui nous anime véritablement, c'est de se dire comment dans 20 ans, 30 ans, y aura-t-il une quantité d'eau disponible suffisante sur certains territoires parce qu'il y a eu une sécurisation dans l'espèce avec le fleuve Rhône, qui a une quantité d'eau suffisante, qui est impactée par le changement climatique, mais avec des volumes qui resteront disponibles à des niveaux élevés. Sans rentrer trop dans le détail, le Rhône amène à la mer 55 milliards de mètres cubes d'eau chaque année. Voilà, c'est le fleuve le plus abondant de la Méditerranée. La somme des prélèvements sur le Rhône et sur tout son bassin versant est de 5% de cet écoulement. Voilà, pour donner, donc on ne peut pas dire que le Rhône soit surexploité, et l'impact dans le futur joue davantage en termes de variation de son régime par moins de précipitations nivales et davantage de précipitations liquides, voilà, qui s'opéreront de manière un petit peu décalée sur l'année, mais avec des quantités d'eau moyennes amenées à la mer qui seront à peu près équivalentes et des débits d'étiage un peu plus marqués. Donc l'idée, c'est comment, avec une ressource qui est assez disponible, on sécurise des territoires où les autres ressources, elles, vont être impactées à moins 40, moins 50, possiblement moins 60% de leur disponibilité. C'est l'idée du mix de ressources que l'on présentait, avec à chaque fois en sous-jacent l'idée de quelle quantité d'eau disponible pour permettre aux générations à venir de faire leur choix, et non pas nous aujourd'hui, de décider pour elles comment l'espace va être occupé, quelles activités économiques, touristiques, agricoles vont être définies. Donc il faut une forme de flexibilité mentale dans l'aménagement qui est beaucoup plus importante que par le passé où l'eau n'était pas un élément de saturation, donc n'était pas un élément d'optimisation de l'acte d'aménager. Et c'est vrai, effectivement, pour l'énergie de la même façon. C'est pour ça que je dis que l'époque est quelque part passionnante, parce qu'elle nous challenge, elle nous oblige, comme disait monsieur le maire, à aller un petit peu dans nos retranchements, et elle nous oblige à ne jamais renoncer, pour répondre à votre question. On a le temps de prendre une dernière question. Bonjour. J'ai une question pour monsieur Dubourg, mais avant ça, je voulais dire à Corinne Vezzoni que j'étais très intéressé par tout ce que vous avez expliqué sur la sobriété, l'adaptation au changement climatique de votre projet, mais surtout, votre lycée, il est magnifique. Et je ne pense pas que je vous l'apprenne, mais ça me fait plaisir de vous le dire. Pour M. Dubourg, je vais vous demander, vous avez expliqué avec beaucoup d'optimisme, mais aussi beaucoup de franchise, que c'est plus le tout ski, mais qu'on ne sait pas faire sans le ski, globalement, enfin, si je vous ai bien compris. J'étais frappé par les chiffres que vous donniez sur la saison de ski, la division du nombre de jours par 2 en 15 ans, enfin, c'est un peu frappant. Et donc on a quand même l'impression qu'à un moment, il n'y aura plus de ski au Mont d'Or. Enfin, est-ce que, en fait, je me trompe? Ou est-ce que c'est trop tôt pour y réfléchir? Ou est-ce que ça désespérerait tout le monde, donc on n'y pense pas? Ou est-ce que voilà, on va prendre la bonne courbe parmi celles qui sont post-2030 et que donc ce problème se réglera? Je vais vous répondre donc spécifiquement au Mont d'Or. Je ne me permettrai pas de parler pour les autres stations. Moi, je vais parler pour le Mont d'Or. Mon objectif au Mont d'Or, c'est de baisser la voilure. Voilà, dans le sens où, si je peux aller en chiffres, à la SEM, aujourd'hui, j'ai 49 permanents et on emploie jusqu'à 120 saisonniers. Enfin, en tout, ça fait 120 avec les 49 pour les stations, pour la station du Mont d'Or. Depuis 4 ans, il ne faut pas se voiler la face, depuis 4 ans, on emploie les personnes vers le 15 décembre. On emploie les personnes vers le 15 décembre, puisqu'après, si jamais on les emploie trop tard, eh ben, on n'a plus personne. Ils vont voir autre part, où ils essaient d'avoir des contrats plus longs. Donc, on perd ces fameuses personnes-là. Et puis, il y avait une aberration au Mont d'Or, c'est-à-dire que vous avez la mairie, on a des activités à la mairie qui sont surtout des activités d'été, mais qui aujourd'hui peuvent servir l'hiver. Et à la SEM, c'est des activités d'hiver. Et puis l'été, il n'y avait pas grand-chose auparavant. Et on mettait en chômage partiel donc les personnes à la SEM, et puis en bas, à la mairie, on embauchait. Voilà, donc déjà, ça, c'était incohérent. Donc quand je vous dis baisser la voilure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais ouvrir toute la station. J'aimerais faire tourner les 3 télésièges que j'ai, le téléphérique, les différents téléskis. Et ben malheureusement, je suis moniteur de ski, donc je me permets de le dire. Malheureusement, je ne peux pas vous dire à quand cela s'arrêtera. Peut-être jamais, peut-être qu'il y a un nouveau cycle de neige qui va revenir. Ça, personne n'est capable de le dire aujourd'hui. Mais une saison comme la saison dernière qu'on a faite, je signe de suite.
Voilà, la saison, je signe de suite, même si on regarde par rapport aux années 90, puisqu'il y en a qui vont jusqu'aux années 90, le chiffre d'affaires qui était divisé par 2 par rapport aux années 90. Je vais vous parler des thermes. Les thermes, à l'époque, étaient 25 000 curistes au Mont d'Or. Certaines stations thermales étaient à 25 000 curistes aussi, et aujourd'hui sont à 6 000. Nous, on est à 10 000. Quand je me promène dans le Mont d'Or, je dis tout le temps aux anciens, waouh, on arrive aux 10 000 curistes. Ils me disent, eh ben, tu te réjouis, là-avant, on était à 25 000. Et ça sera peut-être moins de 10 000 si jamais ça passe le déremboursement des cures, comme c'est en train de passer. Et je pense que ça ne va pas tarder à le faire, vu le budget de l'État. Ça, on va pas parler là-dessus, mais juste pour vous dire qu'aujourd'hui, baisser la voilure, c'est-à-dire on va faire ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure, les enfants qui viennent pouvoir faire une boule de neige, qui viennent faire un bonhomme de neige et puis descendre une pente ou deux. On va faire ce qu'on peut faire, baisser la voilure, c'est-à-dire ce qui nous coûte très très cher. Un télésiège, tous les 5 ans, c'est 60 000 € pour la grande révision. Un téléphérique qu'on a, tous les 15 ans, c'est 1 million d'euros. Un télésiège, il faut un conducteur agréé au télésiège. Un téléski, tout le monde peut arriver à donner une perche sans diplôme spécifique. Donc voilà, moi j'ai comme ambition, alors je ne vais pas le dire trop fort, j'espère qu'il n'y a pas de Mont-d'Orien dans la salle. Et comme je vous ai dit, il y a les élections dans 6 mois, mais sur les 3 télésièges qu'on a, il y en a un qu'on a ouvert 4 jours cet hiver. Donc ce télésiège-là, déjà, est-ce qu'on va faire la grande révision? Je ne pense pas. Est-ce qu'on va l'arrêter? Je pense qu'on va l'arrêter, plus l'enlever, puisque j'ai vu une émission il y a quelques temps, je ne sais pas si vous l'avez vu, où il va y avoir tous ces cadavres de téléskis et de télésièges qui vont traîner à droite à gauche. Donc, je n'ai pas envie qu'on arrive là au Mont d'Or. Donc, c'est vrai que pourtant, je ne suis pas écologiste pour dessous, mais il faut quand même faire attention à ça. Et je pense que, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tous les cas, il faut baisser la voilure. Moi, ça m'embête de dire ça en tant que moniteur de ski, mais il va falloir qu'on s'ouvre les yeux et puis qu'on fasse ce qu'on est capable de faire. Alors quand je dis que j'ai pas de peur pour le Mont d'Or, on a d'autres activités et je vous dis, j'essaye de rassembler l'été et l'hiver. Je vais vous raconter une petite anecdote juste pour un commerçant qui est au Mont d'Or. Ce commerçant-là, il avait un magasin de ski. Donc ce magasin de ski, c'était super, hein. Il y avait tout le temps de la neige, il faisait des super saisons, il partait aux Seychelles à la fin de l'année, il changeait la voiture, c'était super. Sauf qu'il s'est rendu compte au bout d'un moment que ça commençait à descendre, comme nous à la station. Et lui, il avait que du ski, hein. Il fermait même l'été, il a essayé de faire 2-3 VTT l'été, mais bon, il faisait pas plus que ça. Et il y a 4-5 ans, il s'est décidé à faire la moitié de son magasin en point chaud, puisqu'il s'est rendu compte qu'il manquait un petit peu de ça sur le Mont d'Or. Donc il a fait un point chaud. Tout le monde a dit faire le pain en même temps que vendre les chaussures, c'est de la folie, c'est du grand n'importe quoi. Enfin voilà, il y a eu vraiment des commentaires sur lui. Et bien aujourd'hui, le point chaud, c'est son chiffre d'affaires, presque, c'est 80% de son chiffre d'affaires de son magasin avec le ski. Et puis le ski, c'est quoi? C'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que s'il y a des skis, il est capable de sortir les skis. Et puis, comme je vous dis, on est capable de faire ça, c'est-à-dire sortir les skis, damer et puis faire du ski. Et puis s'il n'y a pas de ski, il vit quand même avec 80%, même s'il n'a pas 100% de son chiffre d'affaires. Donc nous, il faut qu'on en arrive là aujourd'hui. Quand je vous dis que le ski est irremplaçable, je dis que le ski est irremplaçable parce qu'aujourd'hui, on se creuse la tête pour essayer de remplacer le ski, mais on ne peut pas. Un forfait de ski, c'est économiquement irremplaçable aujourd'hui. Celui qui a la réponse dans la salle me le dit, et puis ça nous aidera vraiment beaucoup. Il faut qu'on arrive à faire rentrer le ski comme une activité à part entière. J'aurais plein de choses à vous dire, des exemples concrets que j'ai, puisque j'ai été moniteur à 18 ans, donc la montagne, je la connais, et le ski, je le connais, et puis j'ai vu cette évolution-là. Et c'est vrai que si on avait travaillé différemment, quand on avait vu certaines choses il y a une quinzaine d'années, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, mais on a toujours du mal à arriver à changer les choses. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Il nous reste 4 minutes si vous avez une question qu'on peut prendre rapidement. Oui. Oui, merci beaucoup, monsieur le maire. J'ai une question, du coup, à la fois en tant que maire et en tant que conseiller régional. Je voulais savoir ces questions qui sont évidemment un changement de paradigme éminemment complexe à échanger. Avec vos administrés, j'imagine que vous le prenez sur un plan très pragmatique, enfin en tout cas comme vous nous l'avez présenté. Quand on se pose la question de la montagne et de son adaptation, on se place évidemment naturellement sur un plan de court terme, de long terme, de moyen terme et de long terme. Et comment est-ce que ces questions-là sont envisagées à une échelle planificatrice, un niveau au niveau régional par exemple, à travers les discussions qui peuvent avoir lieu autour du SRADET? Est-ce que
ces réflexions qui du coup ne concernent pas que votre station, mais l'ensemble de la manière dont on envisage la montagne, est-ce qu'elles sont aujourd'hui abordées et si oui, sous quelle forme et donc voilà, votre point de vue à la fois d'élu local face à l'échelon supra et à la fois en tant que conseiller régional, en tant que prenant part à ces discussions-là. Alors, si voilà, j'ai un petit peu de temps, je vais essayer d'être bien court dans la réponse. Si je raisonne en Sébastien Dubourg, en la personne, moi, je vois plus très loin les choses. Hein. Parce que quand j'ai vu le Covid, qu'on nous a dit qu'on allait fermer les stations de ski, j'y croyais pas. Et ça, c'est fait. Donc, c'est vrai que maintenant, je reste à 2 mois, 2-3 mois voilà, de réflexion. Si je parle en tant qu'élu local, bien sûr, il faut voir sur une quinzaine d'années. Hein. Nous, aujourd'hui, j'essaye de voir les choses sur une quinzaine d'années. Quels sont les changements qu'il faut faire par rapport à cette prise en compte du changement climatique, cette prise en compte de la neige qui est de plus en plus capricieuse. Et si je pars en conseil régional, on essaye de partir sur 25-30 ans pour vraiment, on se rend compte, aujourd'hui on se fait un petit peu taper dessus, puisque c'est vrai que le plan montagne numéro 1 à la région était vraiment axé sur l'enneigement artificiel. C'était axé sur l'enneigement artificiel. Le plan montagne numéro 2, il a été aussi axé sur l'enneigement artificiel, mais on se rend compte que dans la tête des élus locaux, il y a quand même un changement, puisque aujourd'hui, l'enneigement est juste à 10% de notre enveloppe. Voilà, l'enneigement artificiel, pardon, est juste à 10% de notre enveloppe et le 4 saisons commence à être entre 4 saisons et diversification, puisque c'est surtout le mot diversification qu'il faut prendre en compte, et à 30 ou 40% de l'enveloppe. Donc voilà, on se rend compte que c'est quand même pris en compte dans la tête des élus locaux. Et nous, à la région, voilà, si jamais le projet qu'il y a pour donner une subvention, on regarde si ça coche toutes les cases. Et si ça coche les cases, il aura sa subvention. Mais on laisse quand même la primeur aux élus locaux de décider de leur projet. Voilà, je suis tout le temps en train de me battre quand moi, on me dit à la région, quand on me tape un peu dessus et en me disant oui, vous vous rendez compte, vous acceptez ce projet, vous donnez des sous à ce projet, alors que ce projet n'est pas viable. Nous, aujourd'hui, on regarde, ce projet, il coche les cases, on donne. Après, je fais entièrement confiance, puisque j'en suis un aussi des élus locaux. Je pense qu'on devrait, en France, faire un peu plus confiance à ces élus locaux, parce que je pense que nul connaît son quartier ou sa ville de ceux qui y habitent. Et quand moi, je vois qu'on prend des décisions ici même pour la ville du Mont-d'Or ou pour d'autres stations de ski, ça me met un peu ça m'irrisse un peu le poil sur le dos. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on... Voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dedans, mais j'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour les questions. Et puis, on laisse la place au prochain focus.